Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Claude Linhart. Né le 5 janvier 1956 à Strasbourg. Prix du meilleur étudiant en droit civil, 1975. Lauréat de la faculté de droit civil, 1975. Prix du meilleur étudiant en droit administratif, 1976. DEA de droit privé de l'Université Robert Schuman, Strasbourg 3, 1979. Avocat au barreau de Strasbourg, prestation de serment 1979. Assistant en droit privé au département carrière juridique IUT Colmar 1980. Doctorat d'état de droit privé, Université Robert Schuman, Strasbourg 3, 1983. Le rôle du juge aux affaires matrimoniales dans le nouveau divorce, sous la direction de Madame le professeur HUETWEILLER. Mention très honorable, avec éloge spécial du jury, thèse honorée du prix de l'Association nationale des docteurs en droit et du prix de l'Association pour le développement des relations entre l'économie et la recherche auprès des universités de Strasbourg et de Haute-Alsace. Titularisation maître assistant au département carrière juridique IUT Colmar, 1984. Intégration dans le corps des maîtres de conférences, 1985. Co-directeur du CERDACC, 1995 à 2006. Professeur des universités, 2000. Professeur émérite, 2018. Image Joe Langy. Enseignement. Outre ses enseignements à l'Université de Haute-Alsace, Claude Linhart fut ancien directeur de session à l'École nationale de la magistrature. Ancien responsable de module au centre de formation. Professionnel des avocats d'Alsace. Formateur à l'Institut de médiation à Montréal. Responsable de module de formation catastrophe de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, INAVEM, devenu France Victime. Intervenant au DU de victimologie de la faculté Rockefeller à Lyon. Intervenant formation d'Alloz, LexisNexis, Argus, ECOLES d'avocats, ENM. Chargé d'enseignement dans le cadre du CAPEDOC, certificat d'aptitude à l'expertise du dommage corporel. Champ de recherche privilégié. Droit des accidents collectifs, droit des catastrophes, droit processuel des catastrophes. Droit du procès, réparation des dommages, méthodologie indemnitaire, recherche fondamentale et recherche appliquée notamment au travers du suivi in concreto des processus judiciaires, victimologie, méthode alternative de règlement des litiges, droit de la famille. Autres activités. Président de l'Association nationale des avocats spécialistes et praticiens en droit des personnes. Membre de l'ANADAVI. Président du groupe de réflexion mis en place par le garde des Sceaux afin d'améliorer la situation des victimes de catastrophes et d'accidents collectifs. Rapport CNAV 2005. Membre en qualité d'expert du groupe de travail relatif au guide méthodologique de la prise en charge des victimes d'accidents collectifs. Avril 2017. Président de Paris aux victimes, PAV, 2003 à 2004 puis 2013 à 2018. Président fondateur de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, AUGE. France Victime. Adjoint au maire de Strasbourg chargé de l'environnement, 1989 à 2001. Assesseur à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Strasbourg, 1983 à 1986. Membre du conseil d'administration de la Ligue contre la violence routière. Président de l'Association nationale des avocats de la famille. Distinction. Chevalier de l'Ordre national du mérite. Chevalier de la Légion d'honneur. Auteur ayant contribué à cet ouvrage. Hervé Arbousset, maître de conférences HDR en droit public à l'Université de Haute-Alsace, directeur du CERDACC, EA 3992. Dominique Attia, avocate, vice-présidente de la Fédération des barreaux d'Europe, ancienne vice-bâtonnière de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, membre du Conseil de l'Ordre. Frédéric Bibal, avocat spécialiste en droit du dommage corporel. Josiane Bigot, magistrat honoraire. Robert Cariot, professeur émérite de criminologie, Collège Sciences sociales et humanités, Université de Pau,
président fondateur de l'Institut français pour la justice restaurative. Philippe Casson, maître de conférences HDR en droit privé à l'Université de Haute-Alsace, membre du CERDACC, et A 3992. Isabelle Corpart, maître de conférences HDR en droit privé à l'Université de Haute-Alsace, membre du CERDACC, et A 3992. Louis Croc, psychiatre des armées, professeur honoraire à l'Université René Descartes, expert honoraire à la Cour d'appel de Paris, expert stress à l'ONU Critical Incident Stress Management Uni. Liliane Daligan, professeure émérite de médecine légale, psychiatre des hôpitaux Lyon, expert de justice, Cour d'appel de Lyon. Carole Damiani, directrice de Paris Aide aux victimes, co-responsable du DU de psychotraumatologie de l'Université Paris 7, membre associé du CERDACC. Benjamin de Paris, président du TGI d'Évry. Éric Desfougères, maître de conférences HDR en droit à l'Université de Haute-Alsace, membre du CERDACC, et A 3992. Valentine Rnehintz, maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Haute-Alsace, membre du CERDACC, et A 3992. Karine Favreau, professeure en droit public à l'Université de Haute-Alsace, CERDACC, et A 3992. Anne d'Hauteville, professeure émérite de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Montpellier. Jonas Knetsch, professeur agrégé des facultés de droit, professeur à l'Université de Lyon, Université Jean Monnet Saint-Étienne. Camille Courec, enseignant-chercheur contractuel à l'Université de Haute-Alsace. Caroline Lacroix, maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris-Saclay, Université d'Évry-Val d'Essonne, Centre de recherche Léon Duguy, chercheur associé au CERDACC. Patrick Lagadec, directeur de recherche honoraire à l'École Polytechnique. Brice Martin, maître de conférences en géographie Université de Haute-Alsace, expert auprès du Bureau d'études Mayenne, gestionnaire de l'Observatoire régional des risques d'inondation. Julie Mathiussy, maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace, membre du CERDACC, et A 3992. Dariusz Piatek, maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace, membre du CERDACC, et A 3992. Bruno Pi, professeur de droit privé et sciences criminelles, Université de Lorraine, Faculté de droit de Nancy, IFGEA 7301. Blandine Roland, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Haute-Alsace, membre CERDACC, et A 3992. Isabelle Sadowski, directrice juridique et de la coordination de l'aide aux victimes au sein de France Victimes. Philippe Schultz, maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace, CERDACC, et A 3992. Jean Materne-Stob, professeur agrégé de droit public, Université de Strasbourg. Marie-France Steinlefeuerbach, professeur émérite de droit privé et sciences criminelles, Université de Haute-Alsace, directeur honoraire du CERDACC, et A 3992. Yves Strickler, professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles, Université Côte d'Azur, CERDP, EA numéro 1201, président de l'Institut fédératif de recherche Interaction. Paul Véron, maître de conférences à l'Université de Nantes, laboratoire droit et changement social, UMR 6297, chercheur associé au CERDACC. Avant-propos. Marie-France Steinlefeuerbach. Claude Linard, Monsieur 100 000 idées. Précurseur, créateur, fondateur, tels sont entre autres les qualificatifs qui viennent le plus spontanément à l'esprit de ceux qui le connaissent et qui lui dédient ces mélanges. Université et prétoire. Ce titre symbolise parfaitement la double carrière professionnelle de l'universitaire et de l'avocat, la réflexion académique et le traitement des dossiers étant intimement liés avec un enrichissement croisé. Cependant, ni le professeur, ni l'avocat ne pouvaient se contenter de cette double et brillante carrière sans la prolonger par un fort engagement associatif. Les idées de Claude Linard ne sont pas simplement des idées qui restent en l'air, même si elles sont bien dans l'air du temps, elles se concrétisent.
Ses idées naissent à tout moment et en tout lieu avec tout de même une petite préférence pour les endroits conviviaux, comme ce café du quartier du Panier à Marseille, dénommé aux Deux Sinistrés, où s'étaient réunis les membres de la première équipe de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, dont Claude Linard est le président fondateur. C'est dans un autre café, qui avait l'avantage d'offrir des nappes en papier, que fut élaboré le programme du DU de victimologie de Lyon. J'ai personnellement fait la connaissance de Claude Linard en 1993, dans les locaux d'un ancien hôpital colmarien, classé monument historique, 6 place du 2 février, qui abritait alors somptueusement le département carrière juridique du lieu de Colmar. Nous n'étions à cette époque que quelques rares juristes garés dans un monde de scientifiques durs, faisant selon eux, de la vraie recherche. Très vite, notre collègue Claude Linard partagea avec nous l'idée de la création d'un centre de recherche en droit. Une telle initiative, a fortiori dans un IUT, peut surprendre. C'est pourtant bien dans cette véritable épopée qu'il nous a tous embarqués, pour notre plus grand plaisir. La nécessité de fonder un lieu de réflexion et de recherche sur les catastrophes et les accidents collectifs lui était apparue comme une évidence après l'accident aérien du Mont Saint-Odile, le 20 janvier 1992. Par un courrier en date du 16 décembre 1993, le professeur Théo Hassler portait sur les fonds baptismaux le Centre européen de recherche sur le droit des accidents collectifs et des catastrophes, avec une équipe de direction autoproclamée. Claude Linard, directeur fondateur, Théo Hassler et moi-même, directeur adjoint. Le CERDACC venait d'être créé sui generis, et son directeur, dévoilant alors des talents insoupçonnés de bricoleur, apposa une plaque sur la porte de notre bureau commun, lequel était historiquement l'ancienne morgue de l'hôpital. Cela ne peut pas s'inventer. Des publications par l'équipe de direction s'imposaient. Celle de Claude Linard, pour un droit des catastrophes, paru au recueil d'Alloz-Siret, le 30 mars 1995, inspira un sujet de l'agrégation de droit privé de cette même année alors qu'à l'écrit de culture générale du concours externe de l'ENM, les candidats furent confrontés à la fonction des procès dans les sociétés contemporaines. Grâce à cette publication, maintes fois citée depuis, une nouvelle branche du droit était née. Après quelques péripéties administratives, le centre, de facto, acquit une existence officielle en 1995 avant de devenir équipe d'accueil, EA3 1992. C'était il y a 20 ans déjà. Depuis, tout en gardant son acronyme originel, le CERDACC a modifié en 2010 son intitulé en Centre européen de recherche sur le risque, le droit des accidents collectifs et des catastrophes, symbolisant son ouverture à toute forme de risque afin d'accueillir plus largement les juristes des 3 sites de l'Université de Haute-Alsace, Mulhousien et Colmarien, soit à l'heure actuelle, 22 enseignants-chercheurs, des chercheurs associés et 12 doctorants. La voie de ces derniers avait été ouverte par Caroline Lacroix, premier docteur en droit de notre université. Précurseur, le professeur Linard l'a encore été en imaginant, à une époque où les revues juridiques n'existaient qu'en version papier, une publication mensuelle en ligne, le JAC, Journal des accidents et des catastrophes. Le complice de cette nouvelle aventure, et pendant de très nombreuses années, fut alors Joe Langy, ancien journaliste des DNA qui avait précisément couvert l'accident du Mont Saint-Odile. Un journaliste dans un centre de recherche ? Cela peut surprendre, mais c'est encore un marqueur de l'ouverture d'esprit de son fondateur, car après avoir allègrement méprisé la summa divisio droit privé-droit public, le centre a osé accueillir une économiste et entretenir des liens étroits avec des scientifiques, des géographes, des médecins, des psychologues. Le droit des catastrophes n'est pas la seule passion du dédicataire de ces mélanges. Le droit de la famille, cher à Isabelle Corpart, est une autre de ses spécialités, à la fois comme enseignant et comme avocat. Formateur, il a non seulement dispensé ses cours dans plusieurs universités, mais également à l'ENM ainsi qu'au Centre de formation professionnelle des avocats. Avocat spécialisé en droit des personnes, droit de la famille, responsabilité civile et réparation du dommage corporel, il est adhérent à l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels. Pour la petite histoire, nous rappellerons que Maître Linard, principalement avocat de victimes, a également été celui d'un chanteur célèbre. Pour conclure cet avant-propos, dont la difficulté majeure a été de résumer en quelques lignes les activités foisonnantes du professeur Linard,
Une dernière anecdote remontant au 4 octobre dernier. Sur le trajet du retour du colloque portant sur le traitement judiciaire des accidents collectifs, qui s'est tenu au tribunal de grande instance de Paris, et où il était intervenu sur le thème de la réparation des dommages corporels, le professeur émérite Claude Linard m'a offert une image insolite. Déconnecté de ses multiples instruments électroniques, il lisait paisiblement la moisson de journaux acquise gare de l'Est. Devant mon étonnement, il m'a tout simplement répondu : « Maintenant j'ai le temps et dans la presse, on peut trouver tellement d'idées. » Colmar, le 12 octobre 2019. Image d'archive. Source : Dernière Nouvelle d'Alsace, numéro 218, 20 septembre 1994. Les témoignages. Un discours sur Claude Linard. Dominique Attia. Il est des hommes qui inspirent le respect. Pas parce qu'ils parlent haut et fort, qu'ils passent sur les chaînes de télévision, mais uniquement parce qu'ils incarnent ce qu'il y a de plus profond et respectable, l'humanité. Il est des êtres qui écoutent, mais leur écoute leur permet justement d'agir. 64 000 avocats en France, mais il en est un pour moi qui est unique et représente le meilleur de notre profession. Je n'admire pas Claude Linard, parce qu'il a été l'avocat de Johnny Hallyday. Il vous suffit d'écouter l'interview qui a été faite de lui, concernant justement cette mise en lumière, pour vous rendre compte que rien ni personne ne peut transformer l'être profond qu'est cet homme, calme, précis, professionnel. Je le connais peu pourtant, mais quelques rencontres ont suffi. Sérieux et humanité le caractérisent. Ma dernière rencontre avec lui date de fin novembre 2015, dans mon cabinet un matin à 8 h. Nous étions encore sous le choc des attentats du 13 novembre 2015. J'avais sollicité tous les spécialistes en matière de droit des victimes, pour organiser en urgence une formation à destination des avocats qui auraient à assister les malheureuses victimes de ces terroristes barbares. Il était évoqué par les médias, 4000 victimes, et nous étions confrontés à la problématique d'avocats éventuellement insuffisamment formés en la matière. Claude Linard était là pour l'INAVEM, comme Stéphane Jiquel de la FENVAC et Frédéric Bibal, avocat spécialisé dans le dommage corporel et membre de l'ANADAVI, ainsi que la responsable de l'accès au droit, Marie-Claude Desfossés-Pérard, tous mobilisés. Claude Linard silencieux, petit sourire en coin, œil en accent circonflexe, la réflexion toujours juste, a participé à la mise en place de cette formation. Le maître mot pour Claude Linard, c'est être au service des victimes et de toutes les victimes, de ses confrères également. Lorsque je parle de toutes ces victimes, je pense également aux victimes de violences conjugales. Bien avant que cette grave problématique n'interpelle la société, il s'est mobilisé auprès des femmes victimes de violences. Le droit des victimes est enfin reconnu, mais il est des précurseurs qui, dans l'ombre, travaillent depuis longtemps, si longtemps sur ces sujets. Claude Linard est de ceux-là. Il fait partie des pionniers, de ceux qui avec efficacité et dévouement, sans chercher la lumière ni la gloire, s'attachent à faire avancer le droit. Humanité et compétence dans l'aide aux victimes, voilà ce qu'a apporté Claude Linard en créant il y a 34 ans maintenant, l'INAVEM. Il a présidé aux destinées de cette fédération pendant 4 ans, à un moment crucial concomitant à la création du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme. 60 associations locales existaient pour aider les victimes d'infractions pénales. Il les a fédérées autour de lui dans une entité nationale, et les a menées vers une action commune et une réflexion exigeante autour de la question des victimes. Comment imaginer alors que l'INAVEM, qui est devenue la Fédération France Victimes, fédère désormais 150 associations qui ont toutes suivi la ligne proposée par Claude Linard. Claude Linard est un visionnaire. Il avait compris en créant l'INAVEM qu'il fallait un chef d'orchestre, précurseur de ces centres qui offriront tant une aide psychologique qu'une information sur les droits, un soutien dans les démarches de toutes sortes, un accompagnement social. Visionnaire également quant à l'indispensable processus de médiation, trop longtemps dénigré et méconnu par la profession d'avocat, processus qui apporte aux victimes une alternative pour panser les plaies et éviter des déchirures irréparables. Bien sûr que l'avocat est présent pour plaider et défendre son client, mais il est d'abord celui qui assure une nécessaire médiation. Il a œuvré en ce sens en développant ce processus et assurant les indispensables formations.
Claude Linard avant l'heure a été l'avocat du XXIe siècle. Mais cet homme tire peu de gloire de ce qu'il a pu accomplir alors que ses articles, notamment dans le journal des accidents et catastrophes, font autorité. Cet homme est un passeur d'intelligence, passeur d'humanité, passeur de compétences. Il est pour nous tous un modèle de ce que doit être un avocat. Être avocat, c'est être chevalier du droit et de la justice, mais également, 24 heures sur 24, un phare pour la société civile. Claude Linard est ce phare qui brille, et dont la lumière continuera toujours à nous éclairer. 2. Claude Linard et la vie associative. Carole Damiani. 1. Une implication précoce. Militant de la première heure, Claude Linard a été, dès l'origine, engagé dans l'histoire de l'aide aux victimes en France, et notamment à Strasbourg et à Paris. Premier président de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, INAVEM, 1986, devenu France Victimes en 2017. Il a été aussi président de l'Association parisienne d'aide aux victimes, Paris Aide aux victimes, tout d'abord de 2003 à 2004, puis à partir de 2013. 1987. Inauguration des locaux de l'INAVEM et de Paris Aide aux victimes qui étaient rassemblés dans une même entité à l'époque. Archives de l'association. Dès la création de l'INAVEM et du réseau d'associations d'aide aux victimes, Claude Linard a tenu à participer à la conceptualisation des droits et de l'aide aux victimes. Droit d'être écouté et entendu, droit d'être aidé, informé, reconnu, droit à la vérité, droit d'être assisté, respecté dans leurs choix, droit d'être indemnisé, mais aussi effectivité des droits et réparation intégrale des atteintes physiques et psychiques. Autant de principes qui constituent aujourd'hui le socle de l'aide aux victimes en France. C'est à travers ses activités à la fois d'avocat et de président de la fédération qu'il a éprouvé et mis en œuvre ces principes lors de catastrophes collectives, telles que les crashs du Mont Saint-Odile et du Rio Paris ou l'effondrement de la tribune du stade de Furiani, puis, plus récemment, lors des attentats terroristes de 2015. L'association Paris Aide aux victimes, PAV, s'est développée en lien avec l'INAVEM et son président fondateur, et a participé activement à ses réflexions en matière de droit et d'aide aux victimes. En 1991, PAV a organisé une journée d'information sur la commission d'indemnisation des victimes, un an après l'application de la nouvelle loi d'indemnisation des victimes d'infractions sous la présidence de Bruno Cotte, procureur de la République, et de Jean Favard, premier vice-président du TGI de Paris, tous deux administrateurs de PAV. Cette réflexion s'est prolongée par l'organisation des Assises nationales de l'aide aux victimes en 1994 à Paris sur le thème des 10 ans d'action en faveur des victimes d'infractions pénales. Au cours de ces journées, il a été rappelé que l'un des mérites de la loi de 1990 est d'avoir conçu une prise en charge globale des victimes sous un jour humain et pas uniquement administratif, ce qui justifie la place et le rôle des associations d'aide aux victimes dont la disponibilité et l'écoute empathique des intervenants l'emportent sur les obligations de rendement et de contrôle. Pour remplir cette mission, PAV s'est progressivement dégagé du bénévolat des premières heures et s'est doté à la fois d'un pôle d'information sur les droits et d'un pôle de soutien psychologique et, plus récemment, d'un pôle social, de façon à assurer, par des juristes, une assistante sociale et des psychologues salariés, cette prise en charge globale. PAV a toujours été soucieux de la qualité de l'information apportée, de l'impératif d'humanisation de l'accueil des victimes et au-delà de l'information sur les droits, de l'importance de la prise en compte des conséquences psychologiques d'une victimisation, et ce, au plus près de l'événement, ensuite à moyen et long terme. Ce dispositif au triple ancrage juridique, psychologique et social contribue aujourd'hui à mieux informer les victimes grâce à une véritable pédagogie du droit, et à réduire leur souffrance psychique et de fait, à éviter, dans la mesure du possible, une victimisation secondaire dont les répercussions sociales ne sont pas toujours bien mesurées. PAV a connu un essor majeur entre sa création en 1987 et aujourd'hui. Il est difficile de retrouver les chiffres des premières années. Les financeurs et plus particulièrement la chancellerie n'avaient pas le même niveau d'exigence qu'aujourd'hui envers les statistiques. Ceux-ci commencent à être fiables à partir de 1990. Cette année-là, PAV comptabilise 1237 entretiens pour 929 victimes. Ils sont réalisés par 12 bénévoles et 3 salariés. En novembre 2018, on dénombre 42 500 entretiens auprès de 14 500 victimes,
réalisé par 21 salariés et 2 bénévoles. Ces 2 dernières interviennent 3 heures par semaine. 2 séries d'événements ont plus profondément marqué l'histoire de PAV. Les attentats terroristes de l'année 1995 et ceux de l'année 2015. 2. La présidence de Paris aide aux victimes de 2013 à aujourd'hui, une évolution majeure. Le premier temps de présidence de Claude Linard de Paris aide aux victimes, de 2003 à 2004, est marqué par une stabilité de l'activité. Les conditions, les contraintes et les choix politiques qui sont effectués au cours de cette période ne permettent pas une évolution à la hauteur des enjeux d'une association parisienne. Peu d'événements majeurs marquent ces années. Comme l'ensemble des associations du réseau INAVEM, la démarche de PAV est encore peu proactive à cette époque. Il n'est pas d'habitude d'aller vers les victimes. Les attitudes professionnelles dictées par la prudence sont encore frileuses. Cependant, outre le soutien juridique et psychologique individuel, l'association se spécialise dans les accompagnements durant la procédure pénale et notamment les préparations aux audiences. PAV réalise régulièrement des accompagnements de parties civiles au cours de procès, pour des viols notamment, et affine son dispositif à l'occasion des procès en première instance puis en appel des attentats de 1995 où les psychologues de l'association soutiennent plus d'une centaine de parties civiles. Par ailleurs, PAV constitue un réseau solide de partenaires tant dans le champ judiciaire que dans celui de la santé. En 2004, Claude Linard, en raison de ses activités professionnelles, laisse son poste de président à Michel Bernard Requin, magistrat au TGI de Paris. Même si Claude Linard n'est plus président de Paris Aide aux Victimes, il est présent dans le champ de l'aide aux victimes au travers de ses activités d'administrateur de l'INAVEM et de chercheur, dont les nombreux écrits en droit sont des supports précieux pour les juristes de l'aide aux victimes. Il a été l'un des premiers juristes à montrer la nécessité de travailler en lien avec les psychologues et les psychiatres, non seulement les experts, mais aussi ceux qui assurent un travail au quotidien auprès des victimes. Claude Linard a toujours été un empêcheur de tourner en rond, en pointant les contradictions, les questions que pose telle ou telle problématique même et surtout si tout semble évident. Par exemple, il a participé aux réflexions sur l'indemnisation du traumatisme psychique. Il a été aussi l'un des premiers avocats à être présent durant les expertises psy, pour mieux défendre les intérêts des victimes. Cette présence de l'avocat au moment de l'expertise n'est toujours pas une évidence pour les experts. Depuis 2013, Claude Linard a repris son mandat de président à l'association. Cette nouvelle mandature a été marquée à la fois par une évolution interne de l'association et par des événements majeurs survenus sur le territoire parisien. Si en 2013, l'activité et l'implication de l'association auprès des victimes s'inscrit dans la continuité, au niveau interne, c'est une année de consolidation après une période de turbulence et de changement d'équipe exécutive. PAV, comme l'ensemble de l'aide aux victimes en France, se dégage des dernières scories du militantisme et se professionnalise par l'embauche de salariés et par une gestion rigoureuse. 2013 a été une année d'intense réflexion interne mais surtout externe, grâce à une mesure d'aide à la décision sous la forme d'une mission d'expertise souhaitée et sollicitée par PAV. Cet audit a été mis en œuvre sous l'égide du ministère de la Justice et de la Ville de Paris, dans le cadre de l'Inspection générale des services judiciaires et de l'Inspection générale de la Ville de Paris. Cette mission intitulée « Mission d'expertise sur l'activité de fonctionnement et la performance de l'association Paris Aide aux Victimes » a dressé à la fois un état des lieux mais surtout a énoncé 28 recommandations qui étaient des lignes forces suggérées à Paris Aide aux Victimes ou à ses partenaires. Aujourd'hui encore, ces préconisations cadrent l'activité de l'association. En 2014, Claude Linard, dans son rapport moral annuel, affirme que l'aide aux victimes d'infractions pénales est plus que jamais un impératif social et un marqueur essentiel de la capacité de l'État et des collectivités territoriales à faire face aux conséquences des délinquances dans un monde. Nul n'est à l'abri de la réalisation des risques. Comme d'habitude, Claude Linard est visionnaire dans ce champ qu'il connaît bien de l'aide aux victimes et plus particulièrement celui des catastrophes collectives. Même si la menace terroriste était présente en 2014, nul n'avait prévu l'ampleur des événements qui allaient toucher la capitale en 2015. En 2014, malgré le souci des dirigeants de PAV à élaborer et perfectionner des plans d'intervention en cas de catastrophe collective,
l'attention reste plutôt centrée sur la recherche de l'effectivité, de la qualité, de l'égalité d'accès et encore de la capacité de réactivité qui peut être liée à l'urgence ou à la spécificité de situations individuelles. L'année 2014 sera marquée pour PAV, par l'accompagnement des parties civiles du procès dit des surirradiés d'Épinal, mais surtout par l'organisation de l'accompagnement sur le territoire français, des témoins et des parties civiles du procès d'un génocidaire rwandais, procès qui s'est déroulé à la Cour d'assises de Paris du 4 février au 28 mars 2014. Au cours de ce procès, PAV a fait montre d'une véritable créativité pour s'adapter aux besoins de témoins rwandais, basculer dans un monde qui leur était totalement étranger, et a développé un véritable savoir-faire en matière d'accompagnement à des procès exceptionnels ou dits sensibles. Les années 2015 et 2016 auraient dû s'inscrire dans le sillage de stabilisation et de consolidation constatés en 2013 et 2014. Or, les attentats de janvier et de novembre 2015 ont bouleversé la configuration, les modes d'intervention et l'activité de l'association. PAV a doublé son effectif en 2015 et triplé en 2016 pour répondre aux besoins des victimes d'actes de terrorisme. Dès la survenance des attentats, les salariés se sont mis à disposition, que ce soit à l'école militaire, à l'Institut médico-légal, au guichet unique du TGI, à PAV et plus particulièrement à l'espace d'information et d'accompagnement des victimes du terrorisme, dans tout lieu d'accueil où leur présence était requise. Confrontés à des cas particulièrement lourds et complexes, parfois submergés par les contraintes administratives et les difficultés, ils ont su faire face à la souffrance des personnes traumatisées ou en deuil. Entendre parler de telles douleurs et de morts à longueur de journée n'est pas anodin. Des supervisions ont été organisées pour permettre aux équipes, psychologues et juristes, d'exprimer et de travailler avec leurs propres émotions et de prendre de la distance. Ces 2 années ont donc été marquées par un engagement fort, dense et durable aux côtés et au service des victimes des attentats. Toutes les énergies et toute l'expertise de PAV ont été mobilisées dans le cadre d'un dispositif d'aide aux victimes performant, avec le concours immédiat et sans faille de la ville de Paris, de l'institution judiciaire et de la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. C'est une mobilisation hors norme à laquelle PAV a su s'adapter, grâce à son histoire et ses ressources. L'implication de tous les salariés a été saluée à sa juste valeur. D'autant plus que l'activité quotidienne au service de toutes les victimes des délinquances n'a pas fait relâche loin de là, s'inscrivant dans une croissance réelle y compris pour l'activité du Bureau d'aide aux victimes, BAV, du Tribunal de grande instance de Paris. Le tout s'est concrétisé par une augmentation d'activité de plus de 60%. En lien avec la ville de Paris, puis avec le soutien financier du ministère de la Justice et de la Préfecture d'Île-de-France, PAV a organisé le premier espace d'accueil des victimes de terrorisme qui sera le modèle des espaces d'information et d'accompagnement des victimes du terrorisme, EIA, dont la configuration est précisée maintenant par la circulaire interministérielle d'avril 2016 puis celle du 10 novembre 2017. Cet espace est conçu aujourd'hui comme un guichet unique où les victimes d'actes de terrorisme et de catastrophes collectives peuvent rencontrer l'ensemble des acteurs de l'aide aux victimes. Les juristes, les psychologues de l'association et l'assistante sociale mise à disposition par la ville de Paris sont sur place aux côtés de partenaires. Les gestionnaires du fonds de garantie, FGTI, des avocats, des représentants d'associations de victimes. Des conventions de partenariat, avec le barreau de Paris, PAV, la cellule d'urgence médico-psychologique CUMP de Paris, le service de psychiatrie de l'hôpital du Val-de-Grâce notamment, ont été signés pour densifier et mieux organiser les relations et les modalités d'orientation réciproque. D'autres partenaires, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ONAC-VG, Chambre des notaires, services fiscaux, services sociaux, parquets, etc., même s'ils ne sont pas toujours présents à l'EIA, ont désigné des référents que le référent terroriste de l'association peut contacter pour faciliter les démarches des victimes. À ce jour, l'EIA de Paris a accueilli plus de 2000 victimes et réalisé 20 000 entretiens. 2016 a aussi été marqué par l'implication de PAV dans le devenir de l'aide aux victimes, en matière d'accidents collectifs et catastrophes, et la réparation de nouveaux préjudices. Tout d'abord sollicité par la secrétaire d'État à l'aide aux victimes,
PAV a activement contribué d'un point de vue scientifique et doctrinal à l'organisation de dispositifs dont certains ont été finalisés dans la circulaire interministérielle de 2017, à l'élaboration du nouveau guide méthodologique consacré à la prise en charge des victimes d'accidents collectifs à l'usage des acteurs de terrain. Ensuite, PAV et notamment Claude Linard ont apporté leur contribution comme passeurs d'idées et de constats au groupe de travail présidé par le professeur Stéphanie Porchy-Simon consacré à l'indemnisation des préjudices situationnels d'angoisse des victimes directes et de leurs proches. Enfin, il y a eu la participation à toutes les réunions de travail qui ont contribué à la préparation du livre blanc publié à l'initiative de la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. 3. 2017-2018 sur 30 ans d'aide aux victimes, une nouvelle étape ? 2017 et 2018 ont été des années de stabilisation et de consolidation. L'association a été étroitement associée à l'élaboration du schéma départemental de l'aide aux victimes à Paris. Elle est reconnue comme une pièce essentielle de cette politique. PAV a collaboré aux accompagnements de victimes aux réunions d'information organisées par les juges d'instruction, crash aérien et actes de terrorisme du 13 novembre 2015 de Nice ou de Londres, et toujours au procès. Par exemple depuis 2015, le procès dit de l'hormone de croissance, les différents procès de génocidaires rwandais, procès Carlos, Palmier, viol et tentative d'homicide, procès Mera, Ben Daoud dit le logeur. En première instance et en appel, le Bardo, procès en Tunisie, accompagnement des parties civiles durant la retransmission à Paris. Il s'agit essentiellement de soutien psychologique des victimes, mais un juriste peut aussi être présent en début d'audience pour répondre aux demandes d'aide juridictionnelle. Aide à la constitution du dossier, lien avec le barreau pour faciliter une désignation en urgence. PAV réfléchit à l'écriture d'un guide méthodologique spécifique à Paris, en complément de celui publié par le ministère de la Justice. Le travail de Claude Linard et de Paris Aide aux victimes est donc aujourd'hui reconnu par tous tant au plan local que national. Le 29 mars 2018, PAV a fêté ses 30 ans sous l'égide de Claude Linard et de Bruno Cotte, magistrats honoraires. Au cours des 3 tables rondes qui ont jalonné la journée, l'ensemble des partenaires a salué l'action de PAV inscrite dans un schéma départemental solide, porté à la fois par la juridiction et la ville de Paris. Donnons la parole à Claude Linard pour introduire ses 30 ans de Paris Aide aux victimes lors de son allocution d'ouverture. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir ce matin pour notre anniversaire. 30 ans pour une personne morale, c'est un bel âge. Largement celui de la maturité, et c'est à l'évidence la preuve d'une histoire partagée. Dans le diaporama que vous pouvez visionner toute la journée dans le hall des stands de nos nombreux partenaires, vous pourrez voir défiler les visages de celles et ceux qui ont fait Paris Aide aux victimes. De celles et ceux qui ont composé les conseils d'administration successifs depuis 1987, de celles et ceux qui ont présidé aux destinées de Paris Aide aux victimes, les 12 présidents et présidentes, certains nous ont quittés. PAV depuis 30 ans, c'est tous les bénévoles du conseil d'administration et accueillants et aussi tous les professionnels, juristes, psychologues qui font le quotidien de l'aide et l'accompagnement aux victimes de toutes les délinquances. Au-delà de ces images, il y a plusieurs dizaines de milliers de victimes qui ont été accueillies, accompagnées et suivies, victimes individuelles, victimes d'accidents collectifs et d'attentats. L'action de Paris Aide aux victimes s'est toujours inscrite dans le sillage des fondamentaux qui avaient été mis en évidence par le rapport du professeur Milliet, rapport de la commission d'études et de propositions dans le domaine de l'aide aux victimes, qui a servi de pierre angulaire au mouvement français d'aide aux victimes. Prise en charge globale, bientraitance, solidarité de la cité et choix de confier cette solidarité à l'enthousiasme et la volonté associative. Les temps présents sont à la gravité et à la vigilance. Nous avons souhaité que cette journée d'anniversaire soit essentiellement un moment d'échange vers l'avenir. À partir de bases solides, d'expériences riches, de retours d'expertise multiples, nous pouvons tracer des perspectives ensemble. C'est ce que nous souhaitons faire. J'ai le privilège d'avoir fait partie de l'équipe fondatrice de Paris Aide aux victimes aux côtés des magistrats Jean-Michel Goutte et de Jean Favard, et d'avoir, il y a longtemps déjà, une première fois assuré la présidence de Paris Aide aux victimes après Michel Bernard Requin et d'être aujourd'hui à nouveau en charge de cette responsabilité avec un bureau impliqué et un conseil d'administration toujours présent et attentif. Il y a un message que je souhaite partager avec vous,
et je sais qu'il est vôtre. C'est que nous devons, puisque nous avons des instruments juridiques performants, puisque nous avons une volonté politique réitérée de se préoccuper au plus proche des victimes, simplement plus que jamais veiller au quotidien. Ceci implique une certaine vigilance à l'effectivité de la mise en œuvre de l'aide aux victimes pour chaque victime et toutes les victimes. C'est vrai pour le passé. C'est vrai pour le présent. Cela doit être vrai pour notre avenir commun, et nous avons la journée pour en tracer la perspective. Allocution de Claude Linard aux 30 ans de Paris Aide aux victimes, 29 mars 2017, archives de l'association. En mars 2018, Claude Linard nous avait informé que sa retraite lui permettrait d'être plus impliqué dans l'activité associative. Il a signé sa feuille de route pour les années à venir. Consolider les formations sur le droit des victimes et la réparation du préjudice corporel, rédiger des articles, voire des ouvrages collectifs, sur l'expérience acquise par Paris Aide aux victimes en matière de prise en charge des victimes d'accidents collectifs et notamment d'actes de terrorisme, de la survenance de l'accident jusqu'au procès. Le 24 décembre 2018, Claude Linard a démissionné de ses mandats électifs à l'association et se consacre aujourd'hui à sa fonction d'avocat de partie civile et à ses autres fonctions associatives, centrées sur la défense des victimes en France et à l'international. Originaire de Strasbourg, Claude Linard ne peut être que sensible à l'ouverture vers l'Europe et la construction d'une aide aux victimes internationales et notamment européenne. Sa présence à la première conférence européenne de l'aide aux victimes le 5 novembre 2018 est bien la preuve de cet intérêt. Bibliographie. Damiani C. 2014. Enquête qualitative et sociologique sur le traitement des victimes de catastrophes par la justice pénale. La judiciarisation des grandes catastrophes. Approche comparée du recours à la justice pour la gestion des grandes catastrophes, de types accidents aériens ou ferroviaires. Rapport du CERDACC Université de Haute-Alsace, adressé à la mission de recherche Droit et Justice. Convention numéro 212-01-18-17, pp 143 à 172. Damiani C. Esperluette MF. Steinle-Feuerbach 2014, Le préjudice d'angoisse, colloque Réparation, le trauma confisqué, École du Val-de-Grâce, 26 novembre 2014, Alfest, http://www.alfest-trauma.com. Damiani C. 2015. Enquête qualitative et sociologique sur le traitement des victimes de catastrophes par la justice pénale in M. F. Steinle-Feuerbach et C. Lacroix, ed. La judiciarisation des grandes catastrophes, approche comparée du recours à la justice pour la gestion des grandes catastrophes, de types accidents aériens ou ferroviaires, Dalloz, collection thèmes et commentaires, mai 2015, page 130 et SQ. Damiani C. 2015. La place du psychologue dans l'expertise en réparation, Gaz. Pal, 28 juin 2015, pp 179 à 181. Linard C. Esperluette Damiani C. 2016. Réparation et indemnisation des victimes. Lettre d'information sur les risques et les crises LIREC, INESJ numéro 50, pp 40 à 42. Damiani C. Village et Esperluette Coq J. Monsieur 2016. Après le signalement, quel prolongement de la prise en charge. Dossier inceste, violence sexuelle à l'encontre de l'enfant, concours médical T. 138 numéro 8, pp 645 à 658. Damiani C. Dequin Esperluette Linard C. 2017. Le dispositif d'aide aux victimes suite aux attentats survenus à Paris en 2015. Gaz. Pal, 7 février 2017, pp 55 à 59. Damiani C. 2017. L'organisation de la prise en charge globale des victimes des actes de terrorisme, Perspectives psychologiques, volume 56, numéro 2, avril-juin 2017, pp 153 à 159. 3. Claude Linard. Benjamin de Paris. Je vois pour la première fois le nom de Claude Linard en 1995, dans un article de doctrine qui me frappe et attire particulièrement mon attention, je ne sais pourquoi, mais sans doute parce qu'il comprend des termes et notions jamais rencontrés ni évoqués auparavant à un quelconque moment de mes études de droit. Accident collectif, droit des victimes, victimologie, droit des catastrophes, ainsi que des acronymes qui ne me disent rien, CERDACC, FENVAC, INAVEM. Après une première réaction d'étonnement,
Je pense à cet accident du Mont Saint-Odile évoqué par Claude Linard, et je me dis que l'émergence de ces notions est proche et que cela pourra servir un jour aux juges. En 2010, je suis nommé président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, et l'on me dit qu'il y a un grand procès à tenir, que les faits sont clairement avérés avec net une responsabilité du conducteur du car qui a franchi le passage à niveau alors que le signal lumineux était passé au rouge, qu'il y aura de nombreuses victimes, plus d'une centaine, et qu'il faut délocaliser ce procès dans une salle polyvalente. Non seulement ce procès se tiendra au palais de justice avec 235 parties civiles et 20 avocats, mais la responsabilité du conducteur du car ne sera que partiellement reconnue. Il sera relaxé pour le franchissement illicite du signal lumineux, et 2 établissements publics seront condamnés avec lui dans un jugement qui ne sera pas frappé d'appel. Le jugement de la catastrophe d'Allinges du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 27 juin 2013 reprendra judiciairement, dans ses motifs, la définition des accidents collectifs qu'en avait proposé Claude Linard. Il apportera sa pierre à l'édifice de la construction du droit des accidents collectifs, avec la définition des contours du préjudice d'angoisse des victimes directes et l'émergence du préjudice d'attente pour les victimes indirectes. Depuis lors, le droit a encore évolué, avec notamment les conventions d'indemnisation des victimes avant procès et la reconnaissance de ces préjudices par le FGTI. Claude Linard est intervenu dans la session de formation de l'ENM, Victimes et procès pénal, que j'ai dirigée pendant 3 ans de 2015 à 2017, et nous avons participé ensemble à la refonte du guide méthodologique des accidents collectifs. L'office créateur et prétorien du juge ne peut trouver à s'exprimer que si la doctrine est là. Merci à vous, cher Claude Linard, pour votre apport, vos écrits et toutes vos actions. Vous restez pour l'étudiant que j'étais, le premier à avoir vu tout cela. Avec mes très chaleureux remerciements. 4. Adieu la robe. Jean Materne-Staub. Je profite du thème général de cet ouvrage, Université et prétoire, pour émettre quelques observations et évoquer l'un ou l'autre souvenir en rapport avec l'alma mater, et particulièrement, en dirigeant ma plume vers ce que je suis censé le mieux connaître, le monde des enseignants-chercheurs juristes qui y sont affectés. Plus précisément, et on en comprendra par la suite tout le sens, j'ai choisi comme fil conducteur de cette pérégrination épistolaire l'explicitation du proverbe populaire. L'habit ne fait pas le moine. Claude Linard voudra bien m'absoudre par anticipation si je mène cette déambulation de manière décousue et digressive, sur un ton quelque peu badin ainsi que sur un mode parfois ironique. Commençons par l'apanage le plus noble de la condition universitaire, la robe. Pas celle d'avocat bien sûr, dont je sais que le destinataire de ces mélanges l'a portée au sein du barreau avec grandeur et talent, mais celle de notre maison. En réalité, il faudrait parler de 2 robes, puisque nous avons le privilège d'être autorisés à en posséder un exemplaire de chaque type. La robe de cérémonie, rouge avec cimar noir, et celle de cour, noire avec cimar rouge. La première est utilisée dans d'assez rares circonstances étant donné qu'il est loisible de nous emparer essentiellement lors des soutenances de thèse et d'HDR, des remises de prix de la composante, de la délivrance des doctorats honoris causa, et quoiqu'en principe cela devrait tenir de l'exceptionnel, au moment des minutes de silence, qui de nos jours, sont de moins en moins espacées compte tenu de la multiplication des attentats terroristes à coloration islamique qui endeuillent notre pays. Arrêtons-nous juste un instant sur ce qui vient d'être dit en dernier lieu. Je suis vraiment surpris qu'en ce domaine, nombre de nos collègues parlent la langue de bois traductrice d'une attitude bien pensante, indigne des intellectuels que nous sommes, et de la peur du qu'en dira-t-on. Lors de la tuerie de Strasbourg du mois de décembre 2018, un collègue, lors d'un bref hommage, a pu simplement parler de violence. Pensait-il en vérité aux charges inexcusables de la police contre les Gilets jaunes? Et à l'occasion d'une manifestation, très émouvante au demeurant, au sein d'une composante dont l'un de ses anciens étudiants avait été froidement abattu, je n'ai à aucun instant perçu dans les différents discours qui ont été égrenés ce qui lui était vraiment arrivé et qui avait été à elle origine de sa disparition. Refermons la parenthèse, et revenons à ces beaux moments de notre vie universitaire où nous arborons le costume. Ce qui m'a toujours frappé, c'est l'absence de décoration sur la poitrine de nos collègues et même sur ceux qui ont déjà, comme on dit, du métier. Pour les jeunes, c'est normal.
Mais les autres? 2 explications. La plus triviale, c'est que nombre de collègues ne sont pas propriétaires de leur robe. Ils invoquent eux-mêmes le prix du vêtement, autour de 1 000 € dans les meilleures maisons, auxquelles on peut ajouter la toque, les gants et pour les messieurs, le nœud papillon, disproportionné par rapport aux émoluments qu'ils perçoivent mensuellement, déduction faite de l'impôt sur le revenu, ainsi que de la faible rentabilité du produit compte tenu des trop rares occasions qui sont offertes pour l'endosser. Soit il y a du vrai là-dedans, on sait à l'envi qu'on n'est pas assez bien payé, qu'il y a le remboursement du prêt immobilier, les enfants, la voiture et les vacances et que depuis longtemps, la rentrée universitaire ne se fait plus aux couleurs des différentes disciplines, écarlate, jonquille, marante, groseille et noire. Mais je serais davantage chagriné s'il y avait une autre raison de s'abstenir d'un si bel et symbolique achat. C'est l'une des fiertés d'un nouvel agrégé d'aller se faire confectionner une robe chez le célèbre artisan costumier Bosc, comme celle de croire que cet objet vestimentaire ne présente aucune utilité, pas le moindre intérêt, alors que nous sommes les seuls hauts fonctionnaires, en théorie si l'on tient compte de notre grille indiciaire, avec les recteurs à pouvoir s'en revêtir et Q'. Elle est le signe et le témoignage de ce qui reste de notre indépendance et de nos traditions. Rien que pour ça un peu de tenue, dirais-je. Résultat de tout cela, l'institution met à l'heure actuelle un exemplaire à la disposition de ceux qui souhaitent être au cœur de l'événement, certes gracieusement, mais qu'il faut rendre en bon état, c'est-à-dire non perforé, ce qui se passerait si chaque intéressé en venait à agrafer puis à retirer ses bendélés. Soit dit en passant, mieux vaut se presser pour obtenir une robe plus ou moins à sa taille. Les plus chères sont faites sur mesure et réservées aux seuls acheteurs individuels, sinon on risque de faire sérieusement sourire l'assistance, surtout si elle s'avère trop longue, car on donne alors l'impression de flotter sur le sol, un peu comme un aéroglisseur. La seconde raison de l'absence de médaille, c'est tout simplement que nos collègues en sont peu ou pas pourvus. Et j'allais dire, quel que soit le type de breloque concerné. Légion d'honneur et mérite deviennent hors de portée depuis une décennie. D'abord parce qu'il y a la parité, ensuite, parce que les contingents ont tendance à diminuer, enfin, parce que certains grands maîtres mettent l'accent sur telle ou telle catégorie de citoyens. Pour pouvoir prétendre à être reconnu digne d'être distingué, mieux vaut se situer au sommet de la pyramide managériale universitaire, les places sont rares, ou se faire connaître à l'extérieur de l'institution, soit, comme nous y avons droit, en échangeant notre robe pour celle d'avocat. Et bien sûr, soit en menant des actions dérivées de nos attributions traditionnelles, comme la rédaction d'un opuscule susceptible d'être perçu comme un service rendu à l'État ou en exerçant au moins temporairement de hautes fonctions au sein de l'administration centrale ou déconcentrée, ce qui n'est pas courant, voire dans une institution européenne, ce qui l'est encore moins. Quant aux palmes, nous subissons aujourd'hui la double peine. Dans nombre d'universités, le contingent à répartir est divisé à égalité, d'une part entre hommes et femmes, d'autre part, pour faire simple, entre enseignants et administratifs. D'un côté, on fait fi de ce bon vieil article 16 de la Déclaration de 1789 selon lequel les citoyens sont également admissibles à toute dignité, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent, et je récuse d'emblée toute la jurisprudence postérieure qui en a édulcoré le sens ou amoindri le contenu. D'un autre côté, je me demande ce qu'ont encore d'académiques les dites palmes. Car ouvrons les yeux, c'est nous qui montons au front, appelés à former les futurs cadres de la nation et pour ce faire, à renouveler en permanence nos connaissances et dans une certaine mesure, nos méthodes pédagogiques, alors que l'administration, dont le mérite est certain, se trouve en seconde ligne, en se mettant à notre service afin que nous puissions accomplir nos tâches dans les meilleures conditions possibles. Or, on en arrive parfois à des situations des plus ubuesques ou pour dire simple, on se demande si on n'en vient pas à marcher sur la tête à l'université. Je me rappelle qu'un chef des services d'une composante, qualifié aujourd'hui de responsable administratif et financier, RAF,
dont le départ en retraite avait été organisé par l'université, avait eu les honneurs d'être célébré dans un grand amphi, encensé par force discours, notamment ceux de la présidente, du doyen en exercice et de 3 anciens doyens, comblés d'une multitude de cadeaux, et cerise sur le gâteau récompensé par une promotion au grade de commandeur dans l'ordre des Palmes Académies. Cela laissa quand même pantois des collègues, estimant qu'on était parvenu à quelques sommets en matière de diplômes et démagogie. D'autant plus que certaines mauvaises langues avaient affublé le récipiendaire du sobriquet de balai d'or, car il passait une partie de sa matinée dans les sous-sols afin de bavarder en prenant le thé avec les femmes de ménage. Dans un registre identique, j'ai même vu la présidente susmentionnée épingler, terme qu'elle a employé, l'insigne de chevalier sur la poitrine de la concierge d'un bâtiment et ce, en dépit des convenances, avant des collègues chevronnés en charge de responsabilités scientifiques importantes. De même, je me suis entendu dire par un agent chargé du planning, que dès lors qu'il avait été nommé chevalier, on pouvait dorénavant se considérer l'un et l'autre comme des collègues. Certes, la communauté universitaire au sens large est une grande et belle famille, mais je suis d'avis, malgré le tutoiement qui a tendance à se développer de part et d'autre dans les UFR et instituts, qu'il reste des différences qu'il faut maintenir, évidemment en dehors de toute morgue ou dédain, afin que nous restions à même d'être en capacité d'inspirer le respect un tant soit peu, ajouterai-je. La solution, me semble-t-il, pourrait consister dans la création d'une décoration spécifique pour les BIATSSITRF, comme il y en avait pour chaque ministère avant les suppressions opérées par le général de Gaulle, et comme il en existe encore dans certains départements ministériels. Malgré tous les obstacles évoqués ci-dessus, et si l'on tient absolument à chamarrer sa robe, il reste encore et peut-être à tabler sur les médailles extranationales, soit en enseignant dans une université étrangère qui a la courtoisie au terme de vos années de dévouement de vous demander ce qui vous ferait plaisir comme cadeau d'adieu, soit espérer que l'un de vos thésards, d'une famille influente dans son pays, vous fasse décerner, en guise de remerciement, une décoration couleur locale. Revenons à la robe et en particulier, au petit costume. L'habit noir aux bandes rouges s'utilise pour faire court. Chez les juristes, une pratique veut qu'elle soit aussi la robe de cérémonie des maîtres de conférence, bien que dans les petites universités et d'autres plus grandes, un vent de fronde souffle afin de renverser l'usage, les maîtres de conférence adoptant alors le grand costume. En ce siècle, il est fort inhabituel de rencontrer dans les couloirs un collègue revêtu du prestigieux équipage se rendant doctement dans l'arène estudiantine. Raréfaction qui n'est pas sans portée puisqu'au fil du temps, certains en viennent à oublier les plus élémentaires conventions. Ainsi, ai-je été stupéfait lorsque j'ai croisé une collègue qui se dirigeait vers le temple de la connaissance en grand costume, le rouge avec bande noire. Et je suis quasiment tombé par terre lorsque cette même personne, avertie sans doute par quelques collègues un peu fielleux que sa tenue n'était guère réglementaire, avait certes bien revêtu la robe de cour mais, horosco référence, conservé l'épitoge à 3 rangs, apanage exclusif de la robe de cérémonie. Effectivement, le petit costume se porte avec une épitoge à 1 rang comparable à celui des avocats, car le cours ainsi qu'on l'entendait au XIXe siècle, consistait dans un questionnement suivi d'une démonstration, l'enseignant étant alors mis en situation de quasiment plaider afin de convaincre son auditoire. Foin de toge universitaire, venons-en aux universitaires eux-mêmes et plus précisément, au thème de la relation prof-étudiant. Nos collègues, dès lors qu'ils ont pris un peu de bouteille, se lamentent du niveau de nos apprenants, terme à la mode. Ils n'ont pas tort. Beaucoup de nos jeunes sont sympathiques et de bonne volonté mais malheureusement, ils n'y comprennent que goutte. Essayez pendant les 3 années de licence de leur exposer une théorie, ou de les faire raisonner. Ainsi, demandez-leur de vous expliquer en droit administratif la théorie de l'écran législatif, selon laquelle le moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'un acte administratif est inopérant au contentieux dès lors que cette décision a été prise en application d'une loi, car statuer sur la constitutionnalité de cet acte reviendrait à examiner si la loi elle-même est ou non inconstitutionnelle, contrôle qui échappe en principe au juge administratif, la loi faisant donc écran entre acte attaqué et la disposition constitutionnelle de référence. Les initiés aux différents modes de raisonnement relèvent d'une gageure identique. Prenons l'un des plus simples, le syllogisme, eh bien il ne passe pas.
Je me rappelle qu'à l'IEP de Paris, notre chargé de conférence de méthode en histoire aujourd'hui à l'Académie française nous avait présenté un spécimen des plus clairs. Majeur, Georges Pompidou est gaulliste. Mineur, Jacques Chirac est pompidolien. Conclusion, Jacques Chirac est donc gaulliste. Maintenant, énoncez-le à vos étudiants de ce premier cinquième de siècle. Ils croient que vous leur racontez une histoire drôle ou que vous vous exprimez en charabia. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais ce qu'il faut retenir de cette baisse constante et inéluctable des facultés réflexives de nos usagers, que je ne chercherai pas dans ces lignes à expliquer, c'est de se poser la question à savoir, à quoi servons-nous encore ? Avons-nous ainsi besoin d'un concours d'agrégation, difficile et exigeant, pour finalement buter sur un mur d'incompréhension ? Il y a de plus en plus un hiatus cérébral entre l'agrégé et ses publics. Les juristes ne professent pas seulement en fac de droit. Entre ce qu'ils savent et ce qu'ils peuvent comprendre, même en master 2-, formation enrichie d'étrangers parlant souvent un français approximatif et ne connaissant que des rudiments d'écrit, voire en thèse, où le directeur, avant tout jugement sur le fond, est ravalé à un rôle de simple correcteur des multiples fautes de syntaxe, de grammaire, d'orthographe et de ponctuation. Avons-nous aussi vraiment besoin de disciplines qui semblent remonter à un autre âge, comme l'histoire du droit et des institutions ? Difficile en effet d'imaginer l'étudiant connecté réceptif à un cours d'histoire des sources du droit en Europe, ou d'histoire de la propriété depuis l'Antiquité et en AES, d'histoire du droit de l'entreprise à l'époque contemporaine ou d'histoire de l'État et des grands services publics. La section correspondante du CNU devrait être mise en voie d'extinction, et les quelques cours nécessitant une mise en perspective historique conséquente pourraient très bien être dispensés par nos collègues publicistes ou privatistes, car de toute manière, aucun d'entre nous n'a été formé à la moindre école historique. On pourrait peut-être se poser la même question au sujet de la section de sciences politiques, dont les éminents membres mériteraient pour la plupart de verser au CNRS afin d'y entretenir leur sabir en interne sans que les étudiants en soient les victimes et, accessoirement, leurs collègues d'autres disciplines. À la limite, pendant qu'on s'intéresse aux réformes et compte tenu de ce bien triste contexte où règne une disparité croissante entre les SHan, pas toujours, et les indocts, pas forcément, on pourrait fusionner le corps des professeurs et celui des maîtres de conférences, du moins pour ceux qui sont HDR, car la réalité enseigne qu'il n'existe plus de différence marquante entre leurs activités respectives. On mentionnera juste la disposition du décret de 1984 qui donne priorité aux pairs sur les frères, pour reprendre la distinction à caractère fonctionnel propre à certains ordres du clergé régulier quant au choix des cours. Enfin, pendant qu'on y est, pourquoi ne pas faire disparaître à petit feu tous les enseignants titulaires du supérieur, puisque dès lors qu'une composante met en place une évaluation des enseignements dignes de ce nom, on se rend compte que ce sont les intervenants extérieurs qui bénéficient souvent des meilleures appréciations. J'y vais certes un peu fort, car on pourrait me rétorquer, qui va alors faire de la recherche ? Les moins pessimistes d'entre nous, qui tout en rechignant à enseigner, cherchent à se consoler en invoquant ce qui fait l'âme ou le must de notre profession, la science juridique. Mais que signifie-t-elle dans nos disciplines ? Nous sommes sans doute capables d'entreprendre de brillantes synthèses sur un point déterminé, encore que, en droit public, nous sommes sérieusement concurrencés sur ce terrain par les membres du Conseil d'État, et de rédiger des commentaires doctrinaux s'abreuvant la source jurisprudentielle, dont il faut par honnêteté reconnaître que beaucoup d'entre eux sont de piètre qualité. Parler de recherche est en conséquence un grand mot. 2 indices semblent corroborer cette assertion. Le premier se décèle dans un phénomène qui se développe, notamment dans la section de droit privé, où un MCF qui souhaite obtenir sa qualification pour postuler au professorat a de plus en plus intérêt à faire savoir dans son CV qu'il a été détaché quelque temps au CNRS, qui, comme on ne saurait en douter, incarne le saint des saints de la recherche pure et dure. Le second est encore plus topique. Il est clair qu'on éprouve de la peine à dégoter quelques théoriciens contemporains du droit de génie, ce qui s'explique peut-être par l'idée que dans nos matières, l'imagination n'est pas au pouvoir. En droit public, si je me retourne sur les 30 années qui précèdent, je ne répertorie qu'un seul de nos collègues français à avoir inventé un concept en droit public qui soit entré dans le droit positif. C'est la notion de service à compétence nationale,
les SCN forment au sein des services publics de l'État une catégorie hybride puisque tout en ne répondant pas aux missions des administrations centrales, ils sont insusceptibles d'être territorialisés par une intégration dans les services déconcentrés. Il faut le reconnaître, nous ne sommes en vérité que des glossateurs et non des découvreurs. La preuve étant nettement apportée par le constat sans détour selon lequel aucun prix de renommée internationale ne nous est spécifiquement destiné. Donc, rien à regretter. On peut s'en aller tranquillement. Sur ce point d'ailleurs, on remarquera que de plus en plus, nous partons en retraite dans l'anonymat presque le plus complet. Une petite mention à la distribution des prix et puis s'en va. Quittons le rivage des fonctions universitaires pour nous intéresser à l'homo, enseignant-chercheur proprement dit. Plusieurs questions m'interpellent depuis longtemps. Premièrement, est-il un savant ? Certains de mes amis me disent que lorsqu'ils se rendent au domicile de collègues, ils sont affligés par l'aspect squelettique de leur bibliothèque juridique. Par pudeur, ils pourraient au moins faire semblant en acquérant gratuitement les 2x2 spécimens qu'offrent annuellement 2 des grands éditeurs au service du droit. Mais la réponse est toujours la même. Inutile d'investir dans cette matière première, car le taux d'obsolescence des ouvrages et manuels est considérable et de toute manière, les étudiants restent indifférents au fait que vous leur présentez comme le droit actuellement applicable une jurisprudence révolue. Deuxièmement, comment s'habille-t-il ? Le look des collègues a visiblement évolué, et l'on observe une certaine dérive par rapport au code qui était encore en place à la fin du XXe siècle. Des hommes ont abandonné la cravate, cela fait moderne. Des femmes s'habillent comme des sacs, cela fait fun. Cette décontraction à tout crin ne plaît pas forcément aux étudiants qui, parfois en quête de modèle, ne rencontrent en face d'eux qu'un être quelque peu dépenaillé et guère soigné. Troisièmement, où déjeune-t-il ? Je n'ai toujours pas résolu cette énigme en relation avec les exigences du tube digestif. On pourrait penser légitimement qu'il se déplace, dès lors qu'il passe la journée à l'université, au restaurant administratif. Éliminons d'entrée le restaurant tout court, beaucoup trop cher, et abandonnons le resto U, lequel n'a pas véritablement laissé de bons souvenirs gastronomiques. Que nenni ! En 10 ans de fréquentation assidue d'un resto dédié strasbourgeois, celui de la cité administrative, je n'ai recensé qu'un seul juriste, une MCF, s'y rendre régulièrement. Et pourtant la table est très convenable et le prix raisonnable. Autour de 8 € pour la trilogie entrée, plat, dessert. On me dit que beaucoup s'alimentent dans leur bureau, soit en ramenant de chez eux leur propre casse-croûte, le fameux tupperware, soit en s'achetant un produit dérivé du pain comme un pambagna ou une viennoiserie. Je ne peux sur ce thème tout en mystère qu'apporter un seul témoignage. Je connais une professeure émérite qui hante depuis sa mise à la retraite les couloirs d'une faculté de droit et qui squatte, depuis de longues années maintenant, un bureau et que l'on voit fréquemment à la cafette se procurer en guise de déjeuner un simple sandwich. Il faut le reconnaître, tout cela nous déclasse, à moins que nous souhaitions ressembler au SDF qui campe depuis 1 an devant la faculté susmentionnée tout en y séchant son linge. On peut au moins espérer que nos collègues n'en sont pas réduits à faire leur marché à l'épicerie solidaire, Agorae de son nom, située au sous-sol de la même faculté. Dernièrement, est-il aimé ou pour le moins, fait-il l'objet de considération ? Vaste programme comme disait le grand Charles. Utilisons la méthode casuistique. Primo, s'aime-t-on entre collègues ? Dans ce domaine de l'affect, il est fort délicat de généraliser. En ce qui concerne le grand amour, on connaît des couples et des couples d'universitaires qui ont convolé en justes noces à partir des bancs de la faculté ou plus tard, au début de leur carrière. Après, on passe dans l'inconvenant, les relations extra-conjugales. Bravo pour ces happy few, mais à l'instar des 130 000 divorces qui sont prononcés chaque année, d'aucuns se sont repentis de s'être rencontrés en pareil lieu. En tout état de cause, il est impossible d'affirmer que l'on va recueillir beaucoup de preuves d'amour dans l'espace universitaire. Au contraire, on y ressent pas mal d'animosité, d'envie et de ressentiment, le tout entraînant une ambiance en demi-teinte créatrice d'un malaise qui débouche sur la constitution de petits clans rivaux les uns des autres ou des escarmouches picrocolines, car sans enjeu majeur, scandent ici ou là et par intermittence, la monotonie de la longue vie universitaire. Heureusement, il reste quelques solitaires qui d'habitude ne dérangent personne pourvu qu'on les laisse tranquilles. Secondo, quid des étudiants ? Je ne leur ai pas donné la parole avant de composer ce libelle,
Mais l'on sait que des étudiants ES tombent amoureux, de leurs profs si bien que l'on nous conseille de les recevoir dans nos bureaux la porte entr'ouverte afin de couper court à tout malentendu, qui peut coûter cher d'ailleurs. Il y a plus de 35 ans, une étudiante en théologie catholique, s'étant vue refuser ses avances, s'était carrément dépoitraillée, griffée et était mise à hurler dans les couloirs de la faculté pour achever son parcours névrotique en portant plainte pour tentative de V. Ce dont on peut être sûr, c'est que certains nous apprécient, voire nous admirent pour X et Y raisons. D'autres nous vouent aux gémonies, particulièrement lors des examens et de leurs résultats. On relèvera que depuis que les oraux sont en voie de disparition, l'opinion que se font les étudiants de leur examinateur devient plus indécise. À l'époque des oraux, il leur était aisé au terme de leur prestation d'affubler l'enseignant de tous les noms d'oiseaux de la création, tout en sachant que nos collègues leur rendaient l'appareil mais par anticipation. Dans ce registre, il y a des seigneurs pratiquant un bon mot d'esprit sur le dos des étudiants et des rustres incapables de se tenir et qui ternissent l'image que nous devons donner de l'université. Je me souviens d'un spécialiste en droit commercial, qui faisait passer ses étudiants au minimum par 2, car il était pressé de rejoindre son cabinet d'avocat, et qui, en guise de chute finale, avait qualifié un duo copieusement étrillé. Ils sont quand même devenus des avocats strasbourgeois de renom, de Trafalgar et de Waterloo, pour une autre paire de Charybde et de Scylla. À l'inverse du trait d'humour qui devrait habiter nombre de nos remarques, j'évoquerai ce fiscaliste qui sut en toute goujaterie provoquer les larmes de son interlocutrice en lui assénant un « Non seulement vous êtes nul, mais en plus vous êtes moche ». La seule chose que je réprouve fondamentalement, c'est le collègue qui utilise sa fonction pour saquer gratuitement les étudiants afin de se venger à bon compte et sur leur dos des vacheries qu'il a endurées du temps où il était lui-même potache. Cette personne-là devrait être écartée à tout jamais de notre communauté. Tertio et l'administration ? Un ancien président d'université, passé de vie à trépas depuis quelque temps, alors qu'il était en instance de départ à la retraite et qu'il déclinait devant sa section son testament universitaire, en était venu aux confidences pour notamment déclarer ex cathedra : « Sachez que l'administration ne nous aime pas. Faisons amende honorable étant donné qu'il y a quelques bonnes raisons pour que cela soit ainsi. Beaucoup d'agents ne nous voient jamais, sauf pour les examens de fin de semestre, et il est facilement constatable que nous n'avons pas d'horaire fixe mis à part ceux de l'emploi du temps. Ce n'est pas comme dans des universités étrangères où les enseignants pointent, un certain quota d'heures étant réservé à une présence effective dans les locaux de la composante, notamment pour l'accueil des étudiants. On pourrait ainsi présumer que la vie professionnelle d'un enseignant du supérieur se résume à l'équation basique : université égale vacances perpétuelles. Voici donc de quoi alimenter a priori de la rancœur et entretenir des regards furibonds. En réalité, si les relations avec la centrale restent habituellement cordiales et ne posent pas de problème à ce titre, il n'en va pas toujours de la sorte au niveau des composantes où existe une relation de relative proximité entre agents et enseignants. Le personnel administratif, particulièrement celui du service de la scolarité, se forge progressivement une opinion assez tranchée sur chacun d'entre nous à force de brèves rencontres de toutes sortes. La plupart du temps, les rapports sont apaisés et même des sentiments d'estime réciproque se développent. Mais on assiste aussi à des tensions qui peuvent déboucher sur de petits clashs qui, au bout du compte, vont conduire tel ou tel à vouloir changer de tâche ou quasiment quitter la composante ou à l'inverse, raidir l'agent qui, sûr de son bon droit, va jouer les opposants et affronter l'enseignant avec les moyens dont il dispose. En cas de froid ou de mésentente, on risque alors d'arriver à l'instauration d'un rapport de force qui, au final, ne nous est pas nécessairement favorable. 2 souvenirs à cet égard. Prenant en charge des étudiants salariés, qui ne se déplacent à l'université que lors de l'enseignement qui leur est dispensé, j'avais pensé qu'on leur fasse parvenir, avant que les séminaires ne débutent, quelques recommandations bibliographiques. Le temps n'étant pas encore au mail, j'avais suggéré à l'administration que le mince document tenant sur une feuille A4 leur soit adressé par la poste. Me l'ayant vu refuser, car paraît-il hors délai, j'implorai le doyen arguant de considérations pédagogiques de bonne aloi, d'en ordonner l'envoi auprès de l'agent récalcitrant, avec lequel, j'en conviens, nos face-à-face n'étaient guère empreints de sérénité. Le refus de ce dernier ayant été pris en compte par le doyen,
Je passais avec celui-ci plus d'une bonne heure à écrire sur une enveloppe le nom de chaque bénéficiaire et de glisser à l'intérieur le précieux document, le listing ayant été cependant obligeamment mis à notre disposition par le dit agent. Autre illustration de nature à nous mortifier, le cas d'un agent, à l'époque peut-être encore de catégorie C, qui avait exigé du patron de la faculté de prendre un arrêté décanal dérogeant de 2 jours à la date officielle d'ouverture des TD pour ces mêmes salariés, environ une trentaine d'inscrits, ce à quoi il se prêta ignominieusement, si bien que le formulaire scélérat eut l'honneur d'être affiché pendant toute l'année universitaire derrière un panneau vitré fermé à clé. Le comble, c'est que cette personne qui avait en quelque sorte refusé d'obéir, fut plus tard honorée par une promotion dans les Palmes, proposée d'ailleurs par le même doyen. On est bien en pleine démagogie éhontée, ce qui aggrave le déclin de notre maigre autorité et de nature à dévaloriser notre statut. In fine, que représentons-nous pour les tiers ? Là encore, pas de généralisation. Pour ceux qui ont une idée de ce que personnifie un professeur d'université, on rencontre de l'admiration teintée d'un soupçon de jalousie. Sur ce versant-là, je ne sais pas si c'est encore valable en 2019, mais chaque fois que le sujet de la rémunération était évoqué avant cette date au cours d'une conversation avec une personne plus ou moins avertie de notre condition, on nous assénait que nous étions très bien payés. Ce mythe, je l'espère, a vécu, surtout depuis qu'un récent article du Figaro 22 février 2019, reprenant une étude de l'INSEE, a dévoilé les salaires nets moyens des hauts fonctionnaires en 2016. L'infographie du quotidien présente un long tableau où sont énumérées par ordre décroissant 9 catégories d'emplois, dont la dernière, la plus basse, comprend 18% d'agents gagnant 6 410 € par mois, la moyenne de cette cohorte se situant à 5 098 €. Comble de l'ironie, une 10e catégorie apparaît, légèrement décalée, où l'on nous informe que, par comparaison, seulement 1% des professeurs d'université touchent ladite somme, le salaire moyen se situant à 3 638 €. Nos comment ? Dans la vie extra-universitaire, c'est un peu plus réjouissant, mais pas top. Peu de personnes nous appellent encore monsieur le professeur, le doyen, le directeur, etc. D'ailleurs, la plupart des courriels administratifs nous désignent par un banal monsieur ou madame. Au niveau protocolaire, c'est aussi parfois limite puisque dès lors qu'on nous cite, on arrive souvent en fin de liste et ce alors que nous montons jusqu'à la hors échelle. En revanche, ceux qui connaissent notre niveau de diplôme ont une attitude de prime abord respectueuse, et pour ceux d'entre nous qui sont encore invités dans les dîners mondains, où il sied d'asseoir à la table de la maîtresse de maison un universitaire, nous bénéficions alors d'une certaine aura. Mais il ne faut rien exagérer. Depuis la massification de l'enseignement supérieur au tournant des années 60 et l'expérience extra-cool de mai 68, notre statut civil n'est plus ce qu'il était. Sans faire de nostalgisme larmoyant, on a toujours plaisir à se remémorer la déférence et même la renommée, dont nos anciens étaient gratifiés et pour ce faire, rien qu'une anecdote que m'avait racontée Roger Perrault, qui au moment où j'écris m'autorise à dire « Adieu la robe ». C'est au début des années 50, où après un copieux dîner, le doyen Robert Redslob raccompagne à son hôtel le président de l'Association française de droit judiciaire, le professeur Henri Sollers. Passant devant la Kaiser Wilhelm Universität, place de l'université, il tourne à droite dans la rue Goethe. Ne pouvant résister à un besoin pressant d'uriner, il se soulage sur les grilles entourant le jardin de l'université quand soudain, une main se pose sur l'épaule du doyen de la faculté de droit et une voix se fait entendre. « Je vous tiens mes gaillards ». Sans modifier le moins du monde sa position, le maître strasbourgeois tourne tranquillement la tête vers le trouble fait, et celui-ci, gardien du périmètre universitaire de son état, pris d'effroi, s'exclame alors en bredouillant « Ah, si j'avais su que c'était vous, Excellence !» Il reste à la façon d'un épilogue à nous tourner vers le maître de la pensée juridique de l'université de Haute-Alsace, qui à l'heure où il prend sa retraite, laisse orphelins ses disciples, quelque peu désemparés au sein du CERDACC. Juriste remarquable, on le sait depuis longtemps, mais aussi mari formidable et père admirable, l'attributaire de ces lignes mérite sans conteste de se voir appliquer la formule consacrée. Claude Linard a tout eu, même l'estime de ses collègues. Droit des victimes. 5. L'homme le plus fort de la cathédrale de Strasbourg, regard sur l'ouvrage d'un artisan de la réparation intégrale. Frédéric Bibal.
Si vous entrez dans la cathédrale de Strasbourg par le côté droit de la nef principale, vous pourrez découvrir, à la base du pilier nord-ouest, une étonnante petite sculpture. Il s'agit d'un personnage courbé, genoux en demi-flexion, qui semble porter sur le haut de son dos tout le poids de l'imposant édifice, ce qui lui vaut le surnom d'homme le plus fort de la cathédrale de Strasbourg. À l'évidence, ce petit être de pierre est un professionnel. Coiffé d'une espèce de toque, concentré sur son effort, il tient d'une main le grand pieu vertical qui lui sert d'outil, l'autre main fermement appuyée sur la jambe opposée. Les guides de la cathédrale y voient la représentation de l'architecte qui dirigea en leur temps d'importants travaux de restauration. Mais il existe une autre explication, tout aussi plausible, que vous révélera peut-être la contemplation des voûtes de la cathédrale, si vous laissez en même temps votre esprit vagabonder vers le souvenir de vos études de droit. Le 28 octobre 1954, la Cour de cassation jugeait que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Les professeurs présentèrent cet arrêt comme fondateur pour l'époque moderne du principe de réparation intégrale. Ils ne manquèrent pas aussi de souligner l'ambition vertigineuse du principe de réparation, lorsqu'il concerne l'intégrité physique ou psychique de la personne. Selon la belle formule du président Jean-Pierre Dintillac, le principe de réparation intégrale est en ce cas une utopie constructive. Utopie bien sûr, c'est folie que prétendre neutraliser la trace des blessures du corps et de l'âme, alors même que la médecine n'y parvient pas. Mais utopie constructive. Le droit commande à ses serviteurs de mettre en œuvre sans relâche les moyens nécessaires pour que soit rétabli autant que faire se peut, l'équilibre détruit par le dommage. La tâche semble impossible, comme de porter à dos d'homme le poids immense des voûtes de la cathédrale. Voilà pourquoi le petit artisan de pierre de la cathédrale de Strasbourg est sans doute un avocat spécialiste de réparation des dommages corporels. Levons les yeux et regardons son œuvre. Sur le dos du maître, un immense pilier. D'abord étudier l'atteinte corporelle comme un fait, qu'on appelle dommage, c'est le premier pilier. Puis la voûte, imbrication savante des conséquences juridiques de cette atteinte qu'on appelle préjudice. Ces préjudices sont tous ajustés sur la clé de voûte de l'édifice, le chiffrage indemnitaire. Mais cette voûte n'est pas suspendue dans le vide. De l'autre côté, comme un équilibre retrouvé, le pilier final, celui qui donne son sens à l'ouvrage, le pilier de la vie restaurée, le pilier de la liberté. Observons à présent les détails de l'immense construction portée par notre homme. Un premier regard. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.